Cette vidéo est sponsorisée par Oli, on en parle juste après ça. Lancia. Ce nom est peut-être tombé dans l'anonymat aujourd'hui, mais dans l'histoire de la course automobile, c'est un monument. L'un des constructeurs les plus mythiques pour ses voitures légendaires et son palmarès gigantesque. Que ce soit en F1, en endurance, mais surtout en rallye. Lancia était une référence. Avant de commencer, laissez-moi vous parler des nouveautés de Oli, parce qu'en ce mois d'avril, il se passe pas mal de choses. Bon, Oli, vous connaissez déjà. Boisson en poudre à diluer, fabriquée à Berlin, plusieurs saveurs, beaucoup d'avantages et surtout, putain c'est bon. La dernière fois, je vous ai parlé des nouvelles saveurs Itchies. Itchies qui est une marque de bonbons, et c'est donc un crossover avec le dragon bleu, la pieuvre et le crabe. Mais également, ce mois-ci, voyez les choses en grand avec la girafe et sa saveur énergie, sans oublier les deux nouveaux venus avec Birthday Bunny et l'Energy Hill. Vous avez mes recommandations pour ce mois-ci. Bien sûr, les saveurs classiques sont toujours là. Énergie, Iced Tea, hydration et milkshake. Lien en description et comme d'habitude, les codes promotionnels. Le circuit qui vous offre 10% de réduction sur une commande et le circuit 5 qui vous offre 5 € de réduction sur votre première commande. Merci à Oli du soutien, merci à vous de jouer le jeu, tous les liens en description. Et nous, on démarre notre histoire sur Lancia. À l'image d'autres grands noms de la course, l'histoire de ce constructeur remonte au tout début du XXe siècle, ce qui fait que Lancia est l'une des marques les plus vieilles de l'histoire. Et la sienne commence à Turin, au pied des Alpes. Né en 1881 dans le Piémont, Vincenzo Lancia est donc le fondateur et l'histoire de cet Italien est riche. Passionné de mécanique et d'automobile dès ses premières heures, Vincenzo va être un homme très occupé. Suivant des études de comptabilité, il s'oriente vers la mécanique et rejoint une entreprise de fabrication de bicyclettes, puis plus tard, d'automobiles, Ceirano. Lancia est multitâche et fait plein de trucs à la fois, sauf qu'en 1899, Ceirano, le constructeur chez qui il travaille, est racheté par Fiat. Nous entrons donc au XXe siècle et les voitures Ceirano, devenues Fiat, engagées en compétition obtiennent pas mal de succès, et Vincenzo devient l'un de leurs pilotes. Jusqu'en 1906, Lancia fait briller Fiat sur les nombreuses compétitions de l'époque. Généralement des courses allant de ville en ville comme le Paris-Madrid, mais aussi des événements prestigieux comme la Targa Florio ou alors la Coupe Gordon Bennett, l'une des compétitions automobiles les plus anciennes. Mais en 1906, les choses changent. Désormais avec un bagage intéressant que ce soit en tant que mécanicien, comptable, concepteur et pilote, Vincenzo décide de quitter Fiat pour fonder sa propre marque. Si les débuts sont compliqués, notamment par l'incendie des locaux, il en faut plus pour décourager Vincenzo et la première Lancia voit le jour en 1908, l'Alfa. Et d'emblée, on constate l'audace de la marque turinoise avec des choix techniques osés. L'audace, c'est bien ce qui définit les premières années de ce constructeur, et il faut croire qu'en compétition, ces choix portent leurs fruits, réussissant même à s'imposer aux États-Unis. Mais très vite, Vincenzo fait un choix fort et renonce à engager ses voitures en compétition. Ouais, Vincenzo était pilote, mais il était aussi comptable et il préfère mettre son argent ailleurs, notamment sur la fabrication des modèles de série. Pendant la première moitié du XXe siècle, des Lancia sont visibles en compétition, mais ces dernières ne sont engagées que par des privés et ces derniers ne sont pas déçus. Les modèles sortant de Turin sont toujours techniquement osés et c'est du pain béni pour ces passionnés qui se retrouvent avec des voitures performantes. Dans les années 1910, les modèles Beta et Gamma obtiennent plusieurs bons résultats, mais l'élan est brisé par la Première Guerre mondiale. L'histoire se poursuit donc dans les années 20 avec la magnifique Lambda. Cette dernière incarne le bond en avant et l'audace du constructeur. Carrosserie autoportante, châssis rigide, suspension indépendante, premier V4 de l'histoire, frein sur 4 roues avec également des choix osés sur la transmission. En bref, c'est une révolution et cette dernière voit le jour en 1922 et en 1927, ces autos terminent 3e et 4e de la première édition de la Mille Miglia. Bon, à cette époque, en Italie, Alfa Romeo et Fiat sont bien en place, mais Lancia parvient à jouer les troubles faits. Dans les années 30, la Augusta voit le jour et avec elle, son lot d'innovations. Carrosserie monocoque autoportante, frein hydraulique et plein d'autres détails qui permettent à Lancia de rester un constructeur de premier plan, malgré la période difficile que traverse le monde. Entre crise économique et montée du nationalisme en Europe.
La Augusta remporte d'ailleurs l'une des victoires les plus importantes de la marque dans cette première moitié du XXe siècle, avec la Targa Florio en 1936. Lancia traverse les épreuves, mais en 1937, son fondateur décède d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans. Puis 2 ans plus tard, la guerre éclate et les activités de la marque se mettent en pause. Rendez-vous quelques années plus tard. Après le décès de Vincenzo, sa veuve, Adele, a repris le flambeau, mais c'est finalement Arturo, un cousin du fondateur, qui reprend les rênes de la société. Bon, le retour sera un petit peu lent parce que les ateliers ont été bombardés durant la Seconde Guerre mondiale et il faut donc tout reconstruire. Et puis, en 1948, Arturo décède et c'est Gianni, le fils de Vincenzo, qui prend sa place. Et il va avoir une place capitale dans notre histoire. À la fin des années 30, Lancia a réussi à piquer quelques ingénieurs à la concurrence, et ces derniers seront à l'origine des nouvelles autos du groupe. Un nouvel élan est initié, et Gianni veut rivaliser avec Alfa Romeo, la référence. L'histoire est relancée. Avant de partir, Vincenzo a laissé derrière lui les plans d'un nouveau modèle, l'Aprilia, qui sera un immense succès. Dans la foulée sort l'Aurelia, avec à l'intérieur le premier V6 au monde, sans oublier un gros travail du côté de la transmission. Encore, mais aussi embrayage et suspension. Audace, innovation. Pour faire simple, c'est un banger. Aux mains de privés, cette voiture remporte bon nombre de succès. Des victoires de classe à la Mille Miglia avec un certain Umberto Maglioli, mais surtout aux 24 heures du Mans en 1951. Tous ces succès encouragent Gianni à lancer officiellement un service compétition, et c'est ainsi qu'en 1952, la Scuderia Lancia voit le jour. L'Aurelia est donc la digne représentante du constructeur turinois, et cette dernière remporte dès 1952 la Targa Florio avec Felice Bonetto. En juin, Lancia remporte de nouveau la catégorie 2 litres 24 heures du Mans, et c'est même un doublé. Victoire également à la Mille Miglia dans sa catégorie. Alors rassuré, Gianni décide de passer à la vitesse supérieure et de grimper dans les catégories suivantes. Si l'Aurelia était une voiture de tourisme, les suivantes seront bien des prototypes taillés pour la compétition. Dites bonjour à la D23, la première d'une lignée de sportifs prestigieuses. Conception de Vittorio Ianno, ingénieur volé à Alfa Romeo dans les années 30 et développée avec la collaboration de Pininfarina. Avec elle, Lancia passe dans une toute autre ligue et se mesure désormais à Maserati et Ferrari. Maserati a le trident, Ferrari le cheval cabré et Lancia l'éléphant rouge au galop, logo dessiné par Enrico Anselmi, l'un des pilotes du constructeur. Et là, ça s'enchaîne et la saison 1953 est très riche. Très vite après la D23 sort la D24. Cette dernière rapporte ses premières victoires très vite et Lancia joue les tout premiers rôles en sport automobile. Victoire au Grand Prix de Lisbonne et attirant les meilleurs pilotes du monde, Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Piero Taruffi, José Froilán González, mais encore Robert Manzon ou Louis Chiron. Vincenzo n'a jamais voulu engager Lancia en compétition, Gianni l'a placé en référence mondiale en 2 saisons. Et ce n'est que le début, Lancia remporte la Targa Florio en 53 et 54. Malheureusement, en 24 heures du Mans, 53 est à oublier avec énormément d'abandons, mais en début d'année 54, l'Aurelia décroche la victoire au rallye de Monte-Carlo avec Louis Chiron et Ciro Bassadonna, la première des 13 victoires records de Lancia dans cette course si prestigieuse. Alors galvanisé par ses succès et motivé par des personnes importantes du milieu, notamment Alberto Ascari, Gianni décide d'engager Lancia en Formule 1. La course se déroule sur la piste du magnifique autodrome monumental du 17 octobre. Dès le premier tour, l'Italien Farina mène suivi de l'Argentin Fangio. Longtemps, on croit au succès de Farina. Comme beaucoup dans l'histoire de la Formule 1, Gianni Lancia ne réalise pas à quel point cette discipline est demandante. Pour rentrer et réussir en Formule 1, les efforts sont conséquents et ne se prennent pas à la légère, et cet engagement va mettre en péril la marque Lancia. Après 2 saisons sous la réglementation F2, 2 saisons dominées par Ferrari, la CSI, ancêtre de la FISA, décide de faire machine arrière et de retourner à la vraie F1. Lancia confie donc à son ingénieur de pointe, Ianno, la conception d'une Formule 1 qui verra le jour en octobre. Dites bonjour à la D50 et pas de doute, c'est bien une Lancia. Voiture innovante par sa forme et sa conception. Regardons ça de plus près. La première chose qui interpelle quand on regarde cette voiture, ce sont ses caissons entre les roues avant et arrière, qui sont en fait les réservoirs d'essence et d'huile. Choix étonnant, mais qui permet de mieux répartir les masses. À l'intérieur, la D50 introduit le V8 en Formule 1. Architecture historique, mais ce dernier est décalé à 12 degrés, ce qui permet de faire passer l'arbre de transmission sur le côté du pilote et non en dessous. La boîte de vitesse étant placée à l'arrière. Ce choix technique permet au pilote d'être assis plus bas et donc d'abaisser le centre de gravité.
Côté pilote, Lancia peut compter sur Alberto Ascari et Luigi Villoresi. De référence, mais l'entrée en compétition de la D50 est retardée. Durant toute la saison 54, les pilotes développent l'auto et ce dit développement est très coûteux. Mais finalement, pour le Grand Prix d'Espagne 1954 à Pedralbes, dernière manche du championnat du monde, Lancia débarque en Formule 1 et Ascari décroche la pole position avant de mener les premiers tours de course. Des débuts tonitruants, mais qui ne sont malheureusement que trop brefs. Le double champion du monde renonce sur souci d'embrayage. Quant à Villoresi, des soucis de frein le contraint à l'abandon. Dommage, mais c'est prometteur. Oui, mais en parallèle, cet engagement a mis Lancia en difficulté. Les ingénieurs ont tardé à faire leur choix technique et ça a coûté pas mal d'argent à la marque. Sans oublier que de recruter un double champion du monde, c'est pas gratuit. En 1954, Lancia a donc perdu des plumes et la santé financière n'est pas bonne. Donc oui, c'est prometteur, mais il faut que ça paie très vite. Surtout qu'à côté, Mercedes a réussi son entrée en réalisant le doublé dès sa première course en France. En 1955, Eugenio Castellotti rejoint Lancia et Louis Chiron vient prêter main forte au programme F1. Encore une fois, les voitures sont performantes. Ascari prend même la deuxième place en qualification lors de la manche d'ouverture en Argentine. Mais encore une fois, la fiabilité n'est pas au rendez-vous et la saison 55 est un calvaire. Faisant passer la santé de l'entreprise de « attention, c'est pas ouf » à « putain ça craint ». Mais bon, il y a quand même quelques résultats intéressants car Ascari remporte le Grand Prix de Naples, course hors championnat. La seule victoire de Lancia en Formule 1. À Monaco, Castellotti prend une belle deuxième place, mais malheureusement, dans ce Grand Prix, Alberto perd le contrôle de sa D50 et plonge dans le port de la Principauté. Véritable miraculé, ce pilote, très superstitieux, se sentira pousser des ailes. Seulement 4 jours après sa mésaventure monégasque, lors d'essais privés sur Ferrari à Monza, Alberto perd le contrôle au virage qui porte aujourd'hui son nom. Il avait 36 ans. C'est donc une sale période pour Lancia et les choses s'empirent. Le programme F1 est en train de faire couler la marque, alors Lancia décide de se retirer. Castellotti engage sous son propre nom la D50 en Belgique et prend même la pole avant d'abandonner. C'est un fiasco et Gianni décide de vendre ses D50 à Enzo Ferrari, dont les voitures ne sont pas performantes. En Italie, les châssis de Vittorio Jarno troquent leur éléphant rouge pour le cheval cabré, mais ces derniers ne prennent pas le départ. Cette année-là, le tracé de Monza intègre l'anneau de vitesse, ce qui pose de gros soucis pneumatiques aux D50, d'ordinaire équipés de Pirelli. Ils essaient avec des Engelbert, mais ça ne marche pas, les voitures sont incontrôlables et Ferrari se retire. Ce qui est terrible pour Lancia, c'est que la D50 va finalement triompher. Vendu à Ferrari, Vittorio Jarno rejoint Modène et fait évoluer ses autos. Si ce sont toujours des D50, les résultats obtenus comptent désormais pour Ferrari et non pour Lancia. Avec désormais Juan Manuel Fangio au volant, la Ferrari D50 remporte 5 courses de championnat, ainsi que le titre avec l'Argentin. La D50 était bien prometteuse, mais Lancia n'avait pas les ressources pour l'amener jusqu'au sommet. Et cette histoire a mis en péril le constructeur turinois qui, pour sauver la marque, décide de se retirer de tout engagement officiel en compétition. C'est la fin de l'ère Gianni Lancia. En 1955, l'entreprise est au bord de la faillite et c'est un certain Carlo Pesanti qui va redresser Lancia. On entre alors dans une période creuse, mais c'est dans cette dernière que naissent les futurs succès de Lancia. On retrouve alors un schéma similaire à l'époque de Vincenzo, dans le sens où ce sont des privés qui engagent Lancia en compétition. Car malgré les difficultés de l'entreprise, elle garde une bonne image auprès des passionnés d'automobile, sans perdre son leitmotiv qu'est l'audace. En parallèle de la Formule 1, l'Aurelia était encore engagée en compétition, et cette dernière a remporté plusieurs autres rallyes. Après des années de bons et loyaux services, la mythique Aurelia est remplacée par la Pia. Celle-ci reprend dignement le flambeau et connaîtra plusieurs versions avec toujours la complicité de Pininfarina. Sa version GT Zagato dominera d'ailleurs la scène nationale au début des années 60 avec notamment un certain Cesare Fiorio. De l'Aurelia est née la Pia et de la Pia est née la Flamina. Et toujours la même recette. Voiture de base performante, qui connaît plusieurs versions grâce à ses partenaires, dont Pininfarina, et qui est engagée par les amoureux de la marque. Ces derniers se regroupent pour former le club Lancia HF, HF pour High Fidelity. Ce club est donc un catalyseur dans les engagements de Lancia à cette époque. C'est en soi le digne héritier de la Scuderia Lancia, et ils reprennent même l'Elefantino al Galoppo. Le HF de Lancia vient donc de là, et il est comparable au M de BMW ou au AMG de Mercedes. Par la force des choses, ces passionnés ont réussi à ramener Lancia en sport automobile et représentent de manière quasi officielle la marque en compétition.
À tel point qu'en 1965, Lancia s'appuie sur le club HF pour revenir officiellement dans la partie et signe son retour par une victoire à la Coupe des Alpes avec la Flavia. Mais la voiture qui incarne vraiment le retour aux affaires de Lancia, c'est la Fulvia. Désormais, la marque turinoise se tourne vers le rallye et la Fulvia HF sera le symbole de la Renaissance. Dessinée par Antonio Fessia, elle reprend pas mal de pièces de la Flavia et en devient quelque part la petite sœur. Si la 205 a relancé Peugeot dans les années 80, dans les années 60, la Fulvia relance Lancia. Mais dans la sphère du sport automobile, c'est la HF qui nous intéresse, le modèle HF. C'est alors qu'entre en scène un certain Cesare Fiorio. Fils de Sandro, l'un des cadres de la marque, Cesare est maintenant le responsable du département HF et il obtient du board les ingrédients pour transformer la Fulvia en bête de course. Châssis et carrosserie allégés et moteur plus puissant. La base. Au fil du développement dans la deuxième partie des années 60, la Fulvia développe 115 chevaux avec son moteur 1600 cm3. Boîte 5 rapports, différentiel auto-bloquant, pneumatique taille basse, ça va faire mal. La Fulvia ne tarde pas à impressionner et domine le monde du rallye avec un jeune pilote se révélant en même temps que l'auto, Sandro Munari. Victoire au Tour de Corse dès la saison 66 et ce n'est que les prémices d'un long et beau palmarès. Le RAC, le rallye d'Espagne, du Portugal, peu importe le terrain, la Fulvia est performante. Sa version circuit sera même convaincante avec des résultats à la Targa Florio ou au Nürburgring. Puis en 72, Lancia renoue avec la victoire lors du rallye de Monte-Carlo, toujours avec Munari. Cette année-là, le constructeur turinois remporte même le trophée international des marques, qui n'est d'autre que l'ancêtre direct du championnat du monde des rallyes, créé en 1973. Pour une marque, gagner en championnat du monde, c'est une vitrine fabuleuse, mais Lancia n'est pas au rendez-vous pour cette grande première, laissant donc le champ libre aux Alpine A110. En fait, c'est parce qu'il y a du changement en coulisses. Bien que de retour aux affaires, la santé financière de Lancia reste encore assez précaire, et si Ford a tenté de racheter la marque, c'est avec Fiat que Lancia s'associe. Une histoire similaire à Ferrari, et ça va avoir son importance. Avec de nouvelles ressources, Lancia entre dans une nouvelle ère. La Fulvia arrivait donc en fin de vie et au début des années 70 sortait la Beta qui finalement n'aura une vie que très courte car la Squadra Corse préférera concentrer ses efforts sur une toute nouvelle auto, bien plus prometteuse, la Stratos. En soi, c'est typiquement le genre d'idée qui va trop loin. A la base, la Stratos c'est un concept car, le genre de voiture coup de com' d'une marque, pas destinée à être commercialisée mais juste en mettre plein la vue. Du genre, regardez qu'est-ce que moi je peux faire. C'est ainsi qu'est né la Stratos Zero, un vaisseau spatial avec des roues réalisé par Nuccio Bertone, le remplaçant de Pininfarina auprès de Lancia. Et un homme prend cette idée très au sérieux, Cesare Fiorio, qui se dit que la Stratos pourrait bien remplacer la Fulvia en rallye. Ouais, fallait juste un petit peu d'imagination et de moyens. Le truc, c'est que pour engager une voiture en compétition, il y a des quotas de production en fonction des groupes. En championnat du monde des rallyes, la catégorie reine, c'est le groupe 4, dont le nombre d'exemplaires minimal à produire est de 500. Jusqu'alors, les constructeurs choisissaient un modèle dans leur catalogue qu'ils allaient transformer en voiture de course, en voiture de rallye. Mais avec la Stratos, c'est totalement l'inverse. Lancia lit le règlement à l'envers. Ils vont fabriquer une voiture de course qu'ils commercialiseront coûte que coûte. De l'imagination et des moyens. Avant-gardiste sur bien des aspects, Lancia. Les ingénieurs transforment donc la Stratos Zero en Stratos HF pour la compétition et Stradale pour la route. À la base, à l'intérieur, il s'agissait d'un V4 de Fulvia, mais ce dernier sera très vite remplacé par un V6 de Ferrari Dino. Merci les relations et en fin d'année 71, la Stratos est officiellement présentée. Une petite voiture très compacte au coup de crayon unique qui va dominer le rallye. Mais il faut l'homologuer et là se posent plusieurs problèmes. Déjà, Lancia ne peut pas fabriquer le nombre d'exemplaires requis avec ses outils actuels. Non, il leur faudrait penser et mettre sur pied une nouvelle chaîne de montage, et ça coûterait beaucoup trop cher. Finalement, c'est avec la complicité de Dallara que les Stratos verront le jour, mais jamais cette voiture n'aura le nombre minimal requis. Sauf que le délégué de la CSI venu inspecter les ateliers de Lancia est tombé amoureux de la voiture et a fait grâce à des exemplaires manquants. De l'imagination et des moyens. Bon, si jamais, j'ai consacré une vidéo complète sur la Stratos, donc si vous voulez plus de détails, vous savez où aller. En 1974, la Stratos est donc engageable, mais avant ça, il y a eu pas mal de développement. Parmi les avantages de cette voiture, il y a sa conception propre. L'auto a été pensée pour le rallye et est donc facilement démontable et accessible aux pilotes et aux copilotes. Tôt ou tard, en rallye, tu te retrouves confronté à des problèmes et mieux vaut être en capacité de les résoudre. Alors, c'est un gros avantage.
Cela dit, tout n'est pas rose, car il faut dire que le comportement de la voiture au début n'était pas terrible. Par son faible empattement, la Stratos était très nerveuse à haute vitesse. Entre 72 et 73, cette voiture dispute ses premières compétitions en groupe 5, n'étant pas encore homologuée pour le groupe 4. Les équipes de Cesare Fiorio règlent petit à petit les problèmes et décrochent très vite leur première victoire avec cette voiture. C'était lors de la Targa Florio 74 avec Gérard Larousse. Puis, le 1er octobre, les choses s'accélèrent. L'auto est homologuée pour le groupe 4 et le lendemain, elle débarque en championnat du monde des rallyes pour le San Remo. Et devinez quoi? Elle gagne. Malgré une pénalité de 4 minutes et avec 7 minutes d'avance sur le deuxième. Très vite, l'audace de Lancia et de Fiorio porte leurs fruits, et bien qu'elle ne participe qu'à 4 des 8 rallyes de la saison, la Stratos est tellement performante qu'elle permet à la marque de prendre le titre mondial. En plus du San Remo, s'ajoute la victoire au rallye de Rideau Lakes avec Munari et au Tour de Corse avec Jean-Claude Andruet. Et ce n'est que le début de la moisson. La Stratos est imbattable. Elle écrase la concurrence, surtout dans les épreuves aux spéciales techniques et étroites, permettant à l'auto de jouer sur son agilité, sa plus grande force. La Stratos devient l'icône du monde des rallyes et place Lancia tout en haut de la scène internationale. En 1975, en mondial, elle remporte 4 nouvelles victoires dans le Monte-Carlo en tout début de saison, mais également le rallye de Suède et San Remo avec Björn Valdegaard et enfin, le Tour de Corse avec Bernard Darniche. Nouveau titre pour Lancia. Elle n'était pas dominatrice sur tous les terrains, mais au final, c'était la meilleure carte. Rebelote en 1976 avec, tenez-vous bien, un triplé au Monte-Carlo et au San Remo. Attendez, j'ai pas fini. 4 nouvelles victoires et un 3e titre de champion du monde des rallyes pour Lancia. La référence. Fiorio a eu raison d'y croire. Bon, s'ajoute à tout ça une quarantaine de victoires et 3 titres en championnat d'Europe, puis des succès en championnat de France et d'Italie. Mais l'aventure de la Stratos s'arrête prématurément par un choix judicieux de la part des propriétaires de Lancia, à savoir Fiat. La Stratos est devenue l'icône du rallye, donc un coût marketing immense pour le groupe. Mais ce n'est pas avec moins de 500 exemplaires que tu pérennises un constructeur automobile. Alors, Fiat décide de concentrer ses efforts sur la nouvelle 131 Abarth qui sera une vraie réussite. Mais bien à l'image de Lancia, des privés engageront encore quelques années cette Stratos. Michel Mouton sera même au volant de cette auto mythique à quelques reprises. Puis en 77, en championnat du monde, si Fiat décroche le titre avec la 131 Abarth, c'est Munari qui prend le titre pilote avec la Stratos. Même chose en 78 avec Marco Allen, même si le Finlandais a davantage roulé avec la Fiat qu'avec la Lancia. Bref, la dernière victoire en mondial de ce monument des rallyes et de la course automobile arrive lors du Tour de Corse 81 avec Bernard Darniche. L'aventure Stratos prend fin pour Lancia et il est temps de passer à autre chose. Dans la deuxième partie des années 70, Lancia choisit de revenir sur circuit, en groupe 5 avec la Stratos. Parenthèse, le groupe 5, c'était la catégorie où évoluaient les Porsche 935 qui gagnera justement les 24 heures du Mans en 79. C'était la deuxième catégorie, juste derrière le groupe 6. Des GT poussés à l'extrême, et je trouve que la Stratos a un look plutôt sympa. Bon, là encore, ce n'est pas Lancia qui s'engage directement, vous avez l'habitude. En soi, la Stratos Groupe 5 n'est pas si mal, et prend quelques podiums même si elle ne peut pas rivaliser face au Porsche justement. Au crépuscule des années 70, on se répartit les rôles au sein du groupe Fiat. Ferrari est en Formule 1, Fiat en rallye et Lancia en endurance. C'est ainsi que naît la Lancia Beta Monte Carlo. Et là, on est vraiment dans les codes des Porsche 935, des Ford Capri de Zack Speed ou encore des BMW 320 Turbo. L'âge d'or du groupe 5 avec des bolides agressifs, et en ce qui concerne la Monte Carlo, c'est un véritable effort de groupe. Aéro signé Pininfarina, châssis signé Dallara et suspension signée Ferrari. Ce qui est fou, c'est qu'à la base, Lancia ne devait pas se lancer dans une telle aventure. Il n'avait pas d'équipe à proprement parler pour passer du jour au lendemain sur circuit, mais encore une fois, Fiorio a vu le potentiel de ce bolide, taillé pour le groupe 5. Donc tout l'univers Fiat s'est remué pour mettre en place ce programme. En moins d'1 an, Lancia est passé de la Stratos à la Beta Monte Carlo, du rallye au circuit. C'est fort, c'est audacieux. Cette voiture débute en 79 lors des 6 heures de Silverstone, signant ainsi son retour en championnat du monde d'endurance, avec à son bord Riccardo Patrese et Walter Hörl. Et c'est très court, le bouchon du radiateur se barre et la voiture ne fait que 4 tours. Voilà.
Mais bon, cette voiture engagée en catégorie moins de 2 litres est bien née et remporte les 1000 km du Nürburgring un mois plus tard dans sa catégorie. Au final, dès sa première année, la Monte Carlo remporte le titre mondial des marques de moins de 2 litres. Furio a eu du nez une nouvelle fois. 1980 confirme la bonne forme des Monte Carlo qui dominent la compétition. Plusieurs victoires de classe, notamment celle des 24 heures du Mans. Nouveau titre avec un changement important en octobre, avec un tout nouveau partenariat. Dites bonjour à Martini. Lancia, Martini, c'est un duo historique et ça débute de la meilleure des façons avec une nouvelle domination en 81 et un nouveau titre mondial en endurance. Le tout avec des Patrese, Shiver, Alboreto, Ghinzani, bref. La Monte Carlo, c'est une belle réussite pour Lancia qui, comme à l'époque, décide de se lancer en catégorie reine. À savoir le groupe 6 en passe de devenir le groupe C en 82. Sous les ordres de Furio, toujours, la LC1 voit le jour. Une barquette au châssis Dallara et au moteur 4 cylindres en ligne turbo issu de la Monte Carlo. Alors que les groupes C voient le jour, les groupes 6 sont encore autorisés par la CSI et c'est dans cette période de transition qu'évolue la Lancia LC1. Pour sa seule saison complète en 82, les voitures aux couleurs Martini décrochent 3 victoires. À Silverstone avec Alboreto Patrese, rebelote au Nürburgring avec le renfort de Teo Fabi et enfin, victoire au Mugello avec Ghinzani et Alboreto. Mais dans la saison, les Porsche 956 sont débarqués et ont vite calmé les ardeurs italiennes. Que ce soit par les règles ne permettant pas à Lancia d'inscrire des points avec la LC1, vu qu'elle répond au règlement groupe 6 et pas au règlement groupe C, ou par la forte concurrence des Porsche, tout pousse Lancia à débarquer en groupe C et la LC2 sort des ateliers. Moteur V8 3 litres turbo KKK de Ferrari 308, châssis et monocoque carbone Kevlar Dallara et belle robe Martini pour tenter de concurrencer les 956. Porsche, Lancia, c'est l'affiche des premières années du groupe C, mais le match sera déséquilibré. Pourtant, cette LC2 est très rapide, prenant même la pole position pour sa première à Monza en 83, mais la fiabilité et divers soucis sur la durée freinent considérablement cette auto. En plus de 2 voitures officielles, Lancia peut compter sur le Joli Club pour supporter un 3e engagement, et les pilotes font de leur mieux, mais les Porsche sont définitivement au-dessus. Au Mans, c'est compliqué malgré la bonne vitesse de pointe. Bob Volek prend même la pole position en 84 et Nannini le record du tour, mais la fiabilité est le talon d'Achille de la LC2. En 85, Henri Pescarolo viendra leur prêter main forte, mais les rivales allemandes sont intouchables. Lancia ne se contente que d'une 6e place, le meilleur résultat de la voiture dans la Sarthe. Mais bon, les LC2 s'imposent à 2 reprises dans le championnat. Première fois en 84 à Kyalami avec le tandem Patrese-Nannini, et la 2e fois en 85 à Spa avec Mauro Baldi et Bob Volek. Gagner les 1000 km de Spa, c'est pas mal, mais l'aventure de la LC2 est finalement un échec. Des LC2 sont encore visibles dans le paysage de l'endurance et aux 24 heures du Mans jusqu'en 91, mais la Squadra Corse HF Lancia ne sera plus derrière ses engagements. Seulement des privés, vous connaissez la chanson. Fin 85, le constructeur renonce à l'endurance et s'avoue vaincu face à Porsche. Peut-être que s'ils n'avaient pas eu le rallye à gérer en parallèle, ils auraient pu se battre plus efficacement face au Porsche 956. En 1982, les choses changent en rallye et la catégorie groupe B voit le jour. Une catégorie qui va être à l'origine de quelques-unes des voitures les plus mythiques du sport automobile. Des bolides surpuissants, brutaux et dangereux avec à leur volant quelques-uns des pilotes les plus adroits de ce sport. Et bien sûr, Lancia va être de la partie et signe son retour en championnat du monde des rallyes après l'aventure de la Stratos. Le tout avec un choix technique très osé, presque perdu d'avance tant sur le papier, l'Audi Quattro semble avoir l'avantage. Dites bonjour à la 037 qui est à l'origine d'un des exploits les plus fous de cette discipline. 1983, c'est l'année où les constructeurs se lancent pleinement dans le groupe B, et on peut dire que la 037 est vraiment la première voiture à être pensée pour ce règlement. Si Audi débarque avec la version A1 de la Quattro, transmission intégrale, moteur turbo développant 340 chevaux, avec Michel Mouton, vice-champion du monde 82, Hannu Mikkola et Stig Blomqvist à la barre, Lancia fait un choix radical avec 2 roues motrices arrière. Sur le papier, moins efficace sur l'ensemble du championnat, mais pour compenser, Cesare Furio axe le travail sur le gain de poids. La voiture doit être la plus légère possible. Et mieux vaut éviter de sortir de la route, parce que le châssis c'est du carton. Quand tu tapes, il se plie dans tous les sens. Ça fait partie des mauvaises réputations de Lancia, comme quoi c'est vraiment pas solide et qu'il faut vraiment pas taper. Bref, la 037 est donc diamétralement différente de l'Audi, mais à son bord, Furio peut compter sur 2 pilotes très rapides et expérimentés. Marco Allen, champion du monde 78, et Walter Hörl, champion du monde 80 et 82.
Sauf qu'aucun des deux pilotes ne veut disputer l'ensemble de la saison. Ils évolueront donc sur les programmes partiels avec ponctuellement en renfort des Attilio Bettega, Vudafieri ou Biasion. Mais bon, comme dit sur le papier, les chances de Lancia à la régulière ne sont pas terribles, car si la légèreté et l'agilité de la 037 sur asphalte est un point fort, l'Audi doit être devant sur les surfaces plus meubles, la neige, la terre et la boue. Maintenant, toutes les épreuves ne comptent pas pour le championnat du monde constructeur, sans oublier que la Suède et la Côte d'Ivoire ne comptent pas tout court. Bon, Lancia va devoir choisir ses batailles et faire preuve d'imagination, et cette année 83 du WRC va entrer dans la légende. Après quelques engagements en 82 marqués par des abandons et une honorable 4ème place pour la 037, la saison 83 débute au Monte-Carlo, épreuve mixte entre asphalte et neige-glace sur les hauteurs. Et d'emblée, la lutte devient légendaire. Sur l'asphalte sec, l'Audi est désavantagé par sa transmission intégrale, donc il faut que le parcours soit le plus sec possible. Alors, Lancia fait venir des camions de sel et fait le tour des supermarchés de la région pour en acheter et en disposer sur le parcours afin de faire fondre la glace. 300 tonnes de sel. Sans oublier de demander aux mairies de bien dégager les routes, parce que bon, la sécurité quand même, on fait le spectacle, mais c'est un sport dangereux, ce serait con de sortir parce qu'il y a un tas de neige qui n'a pas été poussé, hein. La sécurité, hein. Et quand il est impossible de dégager les routes, donc vraiment sur les hauteurs, eh bien, Lancia ne s'avoue pas vaincu et détermine un endroit précis sur le parcours pour changer de pneus. Comme ça, ils sont en pneus cloutés, neufs, sur les portions délicates. L'un dans l'autre, Lancia domine le Monte-Carlo et réalise le doublé avec Röhrl et Allen. Et des histoires comme ça, il y en aura sur toute la saison. Bon, la manche suivante se dispute en Suède, sur la neige. Aucune chance de gagner pour Lancia et en plus, l'épreuve ne compte pas dans le championnat constructeur. Alors, les Italiens font un choix radical. Ils n'y vont pas. Audi s'impose donc et la marque Ozzano confirme au Portugal sur la terre, où Röhrl assure tout de même un podium. Ensuite, c'est le Safari Rally Kenya, une épreuve où Lancia n'a absolument aucune chance, et bien qu'elle compte pour le championnat, le constructeur turinois ne fait même pas le déplacement. Point positif, c'est que ce n'est pas Audi qui triomphe, mais Harry Vatanen sur Opel Ascona. Lancia revient sur les devants de la scène au Tour de Corse avec tout bonnement un quadruplé. Allen, Röhrl, Vudafieri, Bettega. À côté, Audi est victime de beaucoup de problèmes et ça continue en Grèce. À l'Acropole, les Quattro étaient favorites, mais des ennuis bêtes, comme un bouchon de radiateur mal refermé, condamnent les espoirs des Allemands, et ce sont les 037 qui créent la surprise et réalisent le doublé. Röhrl, Allen. À croire que le pari de Lancia peut fonctionner. Et ça continue en Nouvelle-Zélande où les Audi trébuchent. Nouvelle victoire pour Röhrl et Lancia. 2 victoires sur des rallyes promis à la marque Ozzano. Bon, en Argentine, les Quattro réalisent le triplé et au Mille Lacs, Mikola confirme malgré la ténacité d'Allen qui prend la 3ème place. Et alors qu'il reste 3 rallyes dans la saison, dont 2 comptabilisés au championnat, Lancia peut décrocher le titre au San Remo. À domicile, le match devrait être plus équilibré car c'est une épreuve mixte, une partie sur asphalte et une partie sur terre. Donc le but étant de creuser l'écart, puis de résister. Mais pour s'aider un petit peu, Fiorio demande à des balayeuses de passer sur les portions défavorables. Bon, spoiler, ça va pas beaucoup marcher. Tant mieux pour le sport, mais ce week-end-là, Röhrl et Allen réalisent un rallye absolument remarquable et résistent parfaitement aux Audi sur la terre. À tel point qu'ils soupçonnent les 037 d'être illégales. Mais il ne faut pas sous-estimer le talent des pilotes et particulièrement de Walter Röhrl, l'un des plus grands de la discipline. Sur le papier, Audi aurait gagné, mais dans les faits, c'est Lancia qui décroche la victoire et le titre de champion du monde constructeur. Un véritable exploit tant les 4 motrices prouveront leur supériorité. 7 ans après le sacre de la Stratos, la 037 permet à Lancia de retrouver les sommets en rallye. Elle est la dernière 2 roues motrices à prendre un titre en WRC. En 1984, Lancia ne remporte qu'une seule épreuve avec Marco Allen et le Tour de Corse. Malgré quelques podiums, l'Audi est au-dessus et de telles circonstances ne se reproduisent pas. Cesare Fiorio sait qu'avec la 037, il ne sera pas champion du monde et prépare un nouveau modèle à transmission intégrale, la Delta S4. En 1985, le championnat du monde des rallyes est dominé par la redoutable Peugeot 205 T16. 4 roues motrices à moteur central arrière, au faible empattement qui succède à l'Audi au sommet du classement. Et la Delta S4, qui sort des ateliers durant l'année, est bien dans cette philosophie. Voiture compacte, agile, à transmission intégrale. Celle-ci effectue sa première sortie officielle lors du RAC en toute fin de championnat avec Henri Toivonen et Marco Allen, et les Finlandais réalisent tout simplement le doublé. De quoi avoir le sourire et aborder la saison 86 avec de l'ambition. Cette saison est donc marquée par le duel Peugeot-Lancia. Les Audi sont maintenant dépassés et les 2 bombinettes sont au-dessus de la mêlée. Toivonen s'impose devant Salonen au Monte-Carlo pour ce qui est la 8ème victoire de la marque dans ce rallye. Mais Peugeot réagit et reprend un petit avantage sur Lancia, qui retrouve la victoire seulement en Argentine. 8ème épreuve de la saison.
avant de réaliser un triplé controversé au San Remo et d'accrocher un 4e succès aux États-Unis. La Delta S4 était compétitive, mais la 205 T16 avait l'avantage et permet à Peugeot de conserver la couronne. Mais cette saison 1986 est malheureusement marquée par un drame. Le groupe B, c'est extrêmement dangereux. Plusieurs pilotes ont connu des accidents graves, voire fatals. En 1985, lors du Tour de Corse, Attilio Bettega perdait le contrôle de sa 037. Et quand on voit l'état de sa voiture, on comprend qu'il n'avait aucune chance. Extrêmement puissante, mais terriblement fragile. En 1986, de nouveau au Tour de Corse, c'est Henri Toivonen qui perd le contrôle et tombe dans le ravin. Lui et son copilote Sergio Cresto ne survivent pas. Un nouveau drame dans le monde du rallye, et le président de la FISA, Jean-Marie Balestre, décide d'interdire le groupe B à l'issue de la saison 86. Mais je crois que c'est également une opportunité pour nous de nous recueillir et d'honorer la mémoire d'Henri Toivonen et de Sergio Cresto qui nous ont quittés, victimes de notre passion commune pour le sport automobile, et je vous demande d'observer 1 minute de silence en vous levant. Ce qui met prématurément fin à la carrière de la Delta S4. Mais Lancia ne se retire pas pour autant et va faire la transition vers le groupe A, le successeur du groupe B. À la base, le groupe S devait succéder au groupe B, un règlement encore plus permissif qui aurait vu de nouveaux monstres sortir des ateliers, et Lancia voulait marquer les esprits tant par les performances que par le look. Les années passent, mais les mentalités ne changent pas. Toujours l'audace au bout du crayon, et c'est ainsi que naît le CV. Bon, on sent le concept encore plus poussé à l'extrême, mais malheureusement, on ne la verra pas en compétition. Changement de réglementation pour le groupe A, donc moins extrême, et Lancia répond présent avec la Delta HF. Bon, le groupe A existe depuis 1982, c'était la 2e division du championnat du monde des rallyes, c'est donc un règlement connu. En revanche, il est plus restrictif et le nombre minimal d'exemplaires à produire est de 5000. Du coup, de fait, ça réduit les possibilités. Tu peux pas te permettre de faire une voiture très extrême parce que bon, 5000 exemplaires, faut quand même les produire. Immédiatement, la Delta HF se montre performante et Massimo Biasion prend la 9e victoire de Lancia au Monte Carlo, devant son équipier Juha Kokkonen. L'Audi de son Quattro est 2e dans la hiérarchie, mais loin de l'italienne qui domine les débats. Victoire au Portugal, à l'Acropole, à l'Olympus, en Nouvelle-Zélande, en Argentine, en Finlande, au San Remo et au RAC. C'est une razzia et les couleurs de l'ancien Martini sont de nouveau au sommet. Titre constructeur et titre pilote pour Kokkonen. En 1988, l'intégrale prend le relais et cette voiture est tout aussi performante. C'est une réussite sportive, mais également une réussite commerciale. Alors, elle est moins extrême que la Stratos ou la 037, mais putain qu'elle est efficace. Lancia écrase le championnat du monde des rallyes et prend quasiment tous les records. En 88, il remporte toutes les courses sauf une, le Tour de Corse, qui tombe entre les mains de Didier Auriol et de Ford. Nouveau titre constructeur et pilote avec Biasion. Mais en 88, un homme important dans l'histoire de Lancia tire sa révérence. Fiat vient de racheter Alfa Romeo et Cesare Furio a été promu à la tête du département compétition du Quadrifoglio, peu de temps avant de prendre les rênes de la Scuderia Ferrari. Cesare a incarné Lancia et a placé le constructeur de sa ville natale au sommet en rallye. À l'origine de la Stratos, de la 037, de la Delta S4, HF puis Intégrale qui écrase le championnat du monde des rallyes. Les années qui suivent le groupe B sont un petit peu plus ternes avec moins de constructeurs, mais en 1989, Toyota se renforce. Mais les Japonais sont encore trop verts avec leur Celica et Lancia inscrit le maximum de points possible pour un nouveau doublé au championnat, similaire à 88. Mais en 90, la Celica et Sainz répondent présents et l'Espagnol décroche même le titre pilote. En revanche, chez les constructeurs, c'est toujours Lancia qui s'impose. Notons un quintuplé historique au Portugal, victoire de Biasion devant Auriol, Kokkonen, Cheiro et Bica. En 1991, Lancia introduit une nouvelle évolution de son intégrale pour contrer l'éveil de Toyota. Le match est serré, Carlos Sainz et Juha Kokkonen se livrent une bataille à couteau tiré, mais au final, comme d'habitude, c'est Lancia qui gagne. Encore et toujours. Et vous savez quoi ? 1992 est pareil. Ils remportent leur 10e titre constructeur en WRC, sans oublier une 13e victoire au Monte Carlo. Lancia est au sommet du rallye, et ce, pour longtemps. C'est alors qu'au terme d'une nouvelle saison à succès, le constructeur turinois annonce son retrait de la compétition avec effet immédiat. Après leur 10e titre mondial, 9e en WRC, Lancia se retire. C'est un choc. 50 mètres. Gauche à fond, sur gauche à fond, attention. Gauche à fond, sur gauche à fond, attention.
42 mètres. Droite à fond, 80 mètres. Droite à fond, 80 mètres, gros piège. Gauche très bon plus arbre. Sur gauche 5 plus attention, mur marqué. Gros piège. Très bon plus arbre. Sur gauche 5 plus attention, mur marqué. Lancia est l'une des plus grandes marques du sport automobile, mais tout s'arrête fin 92, laissant derrière elle toute une panoplie de records à battre. Cela dit, en 1993, comme au bon vieux temps, des intégrales sont encore présentes grâce à des privés, et notamment le Joly Club, partenaire historique de la marque. Mais plus de couleur Martini et plus de Lancia officiel. Le constructeur souhaite consacrer ses ressources financières ailleurs. Le sport automobile, c'est fini. Dès lors, depuis 92, Lancia est anonyme. De plus, les ennuis financiers du groupe Fiat n'ont pas permis à la marque de faire son retour. Quelques concept cars verront le jour avec notamment la Phenomenon Stratos dans les années 2000, rappelant une époque où Lancia surprenait, dans le bon sens. Car aujourd'hui, on ne peut pas dire que la marque soit très populaire. Une chute terrible dans l'estime des passionnés d'automobile et du sport automobile. Terrible, car quand on regarde l'histoire de Lancia en sport automobile, force est de constater que les stars sont les voitures. Et ce depuis toujours, grâce à l'audace de la marque. Que ce soit les Lambda, Augusta durant l'entre-deux-guerres, l'Aurelia ou la mythique D50 juste après la seconde, la Fulvia et la Stratos, la 037 et la Delta, Lancia, c'est une série de voitures mythiques. En 2008, des rumeurs de retour de Lancia en Formule 1 sont fait entendre. Dietrich Mateschitz laissait entendre qu'il pouvait vendre des parts de Toro Rosso. Équipe italienne basée à Faenza, Martini est revenu en tant que sponsor chez Ferrari, Lancia se montrait un petit peu intéressé, ça aurait été fabuleux, mais finalement, rien ne changera et Red Bull gardera Toro Rosso. Dernièrement, l'Elefantino al Galoppo sur fond HF a refait son apparition sur les modèles Ypsilon. Un retour serait-il envisagé pour Lancia? En tout cas, le constructeur veut renaître de ses cendres, et ça passe peut-être par un réengagement en sport automobile. Avec les nouvelles Rallye 1 en 2026, Lancia pourrait y voir une opportunité, mais il faut tout de même raison garder car rien d'officiel n'a été annoncé. Mais soyez-en sûrs, bon nombre de fans de la marque apprécieraient. Si certains records de Lancia sont tombés, comme le nombre de victoires, la marque est toujours là. Que ce soit par le nombre de titres, 10, de triplés, 10 aussi, ou encore, de victoires au Monte Carlo avec 13. Des 3 constructeurs engagés actuellement, Ford est le plus proche avec 8 succès, Toyota en est à 5 et Hyundai seulement à 2. Concernant le nombre de titres, Citroën et Toyota en sont à 8. Ouais, Lancia a le temps de voir venir. On arrive au bout de cette vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Sur le côté gauche de l'écran, les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. En description, vous trouverez des liens de Oli, mais également le lien de Mezzarino à Contretemps, mon premier roman, j'en avais parlé la semaine dernière, voilà, donc il est disponible sur Amazon, sur le site de l'éditeur, voilà, je mets tous les liens en description, donc voilà. Allez faire un tour. Aujourd'hui, c'est important d'aller voir la description. Merci, ça soutient la chaîne, que ce soit par Oli, que ce soit par ce roman. Donc bref, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire sur la plateforme, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Des bisous. Je vais dire salut les fans, non, des bisous. Ah, les vieux réflexes.